Dans tous ces états, les perles du jour. Le journaliste Dominique Seux a fait une comparaison douteuse ce matin sur France Inter entre notre rapport à la Russie et à l'Allemagne nazie. Oui, ce matin, dans sa chronique de 7h18, notre confrère Dominique Seux annonce que l'Europe cessera d'acheter du gaz russe courant 2027. Donc ça veut dire qu'on continue à acheter du gaz russe, bien entendu, malgré la situation de guerre et malgré les déclarations va en guerre. Hein. Et donc il dit, oui, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça sera pas trop tôt, ou plutôt qu'il serait un peu tard. Et pourtant, et ensuite il ajoute ceci. Osons une comparaison. La Deuxième Guerre mondiale a duré 6 ans. Vous imaginez la France acheter du blé à l'Allemagne ou inversement jusqu'à la date du débarquement en Normandie? Bien sûr que non. Alors je sais bien que l'Europe n'est pas directement en guerre contre la Russie, mais tout de même. Alors là, je m'inscris en faux. Je considère que Dominique Seux a saisi un exemple malheureux, à la limite du contresens, et ça m'étonne de cet esprit éclairé. Rappelons, alors il rappelle effectivement que la France et la Russie ne sont pas en guerre. La Russie n'a pas attaqué la France et prétend ne pas le faire, même si M. Poutine dit « si vous voulez la guerre, eh bien on est prêt ». La France n'a pas l'intention de déclarer la guerre à la Russie, ni de lancer une offensive contre la Russie. Rappelons simplement que la France, sur cet exemple qu'il donne, c'est comme si la France avait continué à vendre du blé, ou le contraire, à l'Allemagne jusqu'au débarquement, donc du 6 juin 44 et jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à 45. Rappelons seulement que la France, en 1940, avait été écrasée par l'Allemagne, qu'elle payait chaque jour aux nazis une sanction de 400 millions de francs pour frais d'occupation, et que durant toute la guerre de 1940 à 1944, ce sont pas moins de 2 950 000 tonnes de blé et de céréales qui ont été prélevées de force par l'Allemagne nazie à la France. Ça fait 739 000 tonnes par an. Donc l'exemple est très malheureux. Je veux juste rappeler à Dominique Seux que si Boris Eltsine n'avait pas été mis au pouvoir avec l'aide des Occidentaux en 1991, quand Mikhaïl Gorbatchev est venu demander un soutien parce que la situation de la Russie était tragique et qu'il était en train d'essayer de sauver sa perestroïka, et le G7 a refusé cette aide financière, et donc on sait comment Mikhaïl Gorbatchev est tombé suite à un coup d'État, j'allais dire, des durs du Parti communiste. Donc il chute en décembre 91, il est remplacé par Boris Eltsine, un régime pro-occidental s'installe à Moscou avec de la corruption, des têtes de pont de l'économie américaine qui colonise économiquement peu à peu ce pays. On se dit ça y est, c'est sauvé. La Russie est rentrée dans le giron des États-Unis de l'économie occidentale libérale. Sauf que le successeur de Boris Eltsine, désigné par Boris Eltsine, c'est Vladimir Poutine, qui devient président de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine considère que la façon dont les Américains, l'Europe et l'Occident traitent la Russie, alors que lui n'a cessé que de tendre des mains à l'époque, on a les accords, ce sont des faits, là je ne prends pas position, eh bien on a une situation de tension qui se crée et qui aboutit à la situation où nous sommes aujourd'hui. Ce régime est un régime totalitaire. Vladimir Poutine est un tyran et qui n'a pas hésité à faire assassiner des opposants. Donc personne n'est en train de glorifier, personne ne prend sa défense. On veut juste rétablir la vérité des faits. Et rappelons que le dernier sang versé par des Français sous des balles russes, c'était au front de Stalingrad, lorsque les miliciens de la Légion des volontaires français de monsieur Joseph Darnan, envoyés par le régime de Vichy, sous uniforme allemand, sous uniforme nazi, pour combattre la Russie soviétique, qui a sacrifié plus de 20 millions de Russes et sont morts pour la libération de l'Europe contre les nazis. Donc voilà, les derniers Français tués qui l'ont été sous uniforme allemand, sous uniforme SS également, en 1942 à Stalingrad. Donc, quand on fait des comparaisons, soyons précis, pas de confusion, pas d'amalgame, la situation est suffisamment douloureuse ainsi, et si on arrête d'acheter du gaz russe en 2027, c'est très bien, effectivement on est d'accord, il était temps, mais voilà, ne faisons pas de mélange qui soit déplacé, et surtout qui banalise une situation qui était la guerre, qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Alors, ma chère Maude, le philosophe François Bégodeau a fait une sortie curieuse cette semaine. Oui, François Bégodeau, qui était invité à présenter et à expliquer son dernier livre sur la chaîne YouTube Mizan TV, qui se définit comme étant un espace de réflexion sur l'islam. Au cours de cet entretien, l'écrivain a été amené à commenter un passage de son ouvrage portant sur la disparition des Blancs, un long moment de dissertation et de psychanalyse interminable pour finalement avouer ceci. Je regarde France-Espagne.
En plus, je suis pour l'Espagne ce soir-là, donc finalement, la question de l'équipe de France m'importe assez peu. Mais quand même, je vois 10 noirs parmi les 11 ou 9, je sais plus. Et je vois bien qu'a priori, moi qui suis quand même plutôt antiraciste, beaucoup baigné là-dedans, il y a quand même une microgène. Donc autant dire que ça n'est pas passé inaperçu, d'autant qu'avant cela, François Bégodeau dit être parfois traversé par l'antisémitisme ou par un frisson raciste anti-antillais. Ça commence à devenir suspect. Mais pour l'équipe de France, il s'en est expliqué dans un autre entretien. Écoutez. Oui, moi je suis sûr que je suis pas le seul. En fait, devant une équipe de France noire, enfin à très haute dominante noire, je pense qu'il y a 10% de gros raslards qui se disent mais c'est quoi ces nègres dans mon équipe de France? Ça c'est les raslards quoi. Ok. Mais je pense qu'il y a tout un pan de la population beaucoup plus pacifique, beaucoup plus serein, et qui juste est un peu titillé et dire c'est quand même dommage, on aimerait bien que 3 blancs, truc. Oui quand même, c'est bizarre parce que ça correspond pas à notre population, voilà. Voilà, en fait, à travers ces déclarations, Bégodeau explique que le gauchiste tel qu'il se définit n'est pas meilleur moralement qu'un autre, sans blague. Mais là où précisément il ne faut pas tomber dans le panneau, c'est que dans ce même livre, l'auteur écrit « Les blancs vont disparaître et je ne les pleurerai pas. Une dernière pensée pour les faces de craie avant l'extinction de l'espèce ». Donc finalement tout va bien, François Bégodeau est bel et bien resté fidèle à ce qu'il est. J'en dirai pas plus, je risquerais d'être vulgaire. Oui, on se souvient du président socialiste de la région Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, qui était un personnage truculent, qui avait été maire de Montpellier, qui avait fait la même remarque, équipe de France, vu le nombre de noirs qu'il y a dedans, ce n'est pas... Et il était socialiste, ça avait fait scandale à l'époque. Là c'est curieux parce qu'on sent de la part de François Bégodeau, j'allais dire, dont le gauchisme est reconnu, avéré, oui. reconnu, il s'en cache pas, de dire oui, malgré tout, j'ai mauvaise conscience, ce sont des pensées impures que l'on peut avoir, nous sommes... T'as l'impression d'être dans une confession. Nous sommes humains, autrement dit, il explique, voilà, il fait presque... Est-ce que vous aussi, vous auriez cette même pensée? Eh bien, si vous l'avez, sachez que vous êtes des raslards, vous êtes des fascistes et des racistes. Bien sûr qu'il n'y a pas de problème. L'équipe de France est l'équipe de France, c'est du football, il y a des pays où il y a plus ou moins de ressortissants nationaux, je pense à l'équipe athlétique du Bilbao, il faut qu'ils soient tous basques, et puis bon, après tout, le sport, c'est le sport. Donc, allez dire, et bien sûr, il y a peut-être des gens qui s'étonnent qu'il y ait dans une équipe nationale des gens qui soient pas forcément originaires du pays. Le principal, c'est que le sport, c'est que tout le monde participe, comme disait Goubertin. Mais essayer de culpabiliser les Français sur cette... parce qu'il sait très bien que c'est leur réaction et le sentiment de beaucoup de nos compatriotes. Voilà. Mais ce qui peut s'entendre. Hein, oui, mais c'est aller les chercher là où ils sont pour arriver quand même à les déceler et à les culpabiliser. Enfin, c'est une méthode comme une autre. Ça ressemble à ce que, voilà, cette forme de gauche-là, qui n'est pas celle, on respecte, on reçoit tout le monde ici. Celle-là est un peu plus compliquée quand même, un peu plus compliquée à suivre. Ma chère Maude, vous savez, vous aviez l'autre jour, on s'était plaint, enfin on avait regretté que l'évêque d'Avrechy, cette commune de l'Oise, de Picardie, ait renoncé à la fois à sa crèche et à sa messe de minuit. Oui. On se disait bon, que fait l'armée, que fait le diocèse, que fait monseigneur l'évêque de Beauvais? Eh bien, l'évêque de l'Oise soutient son curé dans un communiqué. Il explique que dans un tel contexte, l'Église désire garder sa liberté et ne veut pas prendre parti pour quelque personne ou liste que ce soit. Nous ne souhaitons pas qu'une célébration proche d'une période électorale organisée par un candidat puisse courir le risque d'être instrumentalisée. Je rappelle que le curé n'est pas candidat. Hein. Le curé était donc censé célébrer la messe de l'Avent. Mais comme l'organisation des fêtes de Noël, de la crèche, de la commune est faite par cette personne qui se porte candidat contre la maire actuelle, eh bien, ça pouvait porter à confusion, ce qui est juste bizarre, en fait, parce que ça n'a rien à voir, et qu'on parle de messe. Voilà, donc bizarre de remettre son sacerdoce en cause pour ce genre d'histoire. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est ça. Et puis nous vous parlions hier de la suppression de certains passages de la pièce de Molière, Le Malade imaginaire, dans une réédition. Eh bien, le directeur des éditions Belin nous a répondu, Perico. Oui, c'était mon humeur. Je m'indignais, reprenant la phrase de Maurice Clavel, messieurs les censeurs, bonsoir. J'avais dit, messieurs les censeurs, on vous emmerde. Eh bien, nous avons reçu un courriel extrêmement respectueux, j'allais dire, et conciliant de monsieur Yves Magnès, directeur des éditions Belin. Moi, j'ai été éduqué avec les éditions Belin. Ça fait partie des ouvrages que j'avais à l'école. Et ce monsieur nous écrit en nous expliquant, en quelque sorte, qu'il y a une erreur, il la reconnaît. Il y a eu une coupe tout à fait involontaire pour des raisons techniques, parce qu'il y a une réédition, que jamais les éditions Belin n'ont eu la moindre idée de censurer Molière, que le texte sera donc réédité dans son intégralité à la prochaine édition et qu'il regrette ce malentendu, mais qu'on n'aille pas le soupçonner. Donc, dont acte, monsieur le directeur, monsieur Yves Magnès, et je vous disais, parce que j'ai répondu par courrier, que sur Sud Radio, faute avouée est
totalement pardonné, pas à moitié pardonné, totalement pardonné. On vous en rend acte, voilà. Et voilà. En tout cas, on achètera bien sûr Voilà, cette autre édition où la scène n'est pas coupée. Le médecin Magré, lui, est sauf et la pensée de Molière est intacte. Merci aux éditions Belin de rectifier le texte dans sa vérité. Merci. Allez, vous restez bien avec nous. On va parler du Nutri-Score encore une fois.